Bonjour, soyez les bienvenus sur France 3 Paris-Île-de-France pour votre émission politique du dimanche matin. Et ce matin, justement, nous recevons la députée France Insoumise du Val-de-Marne, Mathilde Panot. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venue sur ce plateau. J'ajoute que vous êtes vice-présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Alors, au programme de cette émission, l'union de la gauche est-elle possible? Nous en parlerons tout à l'heure, tout comme d'ailleurs de votre pré-programme écologique, puisque vous venez de sortir un cahier programmatique sur la question, en vue de la présidentielle bien sûr. Mais avant, c'est devenu traditionnel. Les questions sanitaires. Un nouveau confinement a été décrété pour l'Île-de-France. Alors, c'est un confinement un peu hybride. L'attestation fait son retour pour sortir la journée, mais sans limite d'heure, excepté celle du couvre-feu, dans un rayon de 10 km. Pas plus, et pas question bien sûr de quitter la région pendant les 4 prochaines semaines au moins sans motif valable. Écoutez ces réactions de franciliens recueillies vendredi matin. Ça va pas changer tant de choses que ça. Pour moi, je télétravaille beaucoup de toute façon. En vrai, ça change pas grand-chose parce qu'on peut pas voyager, on peut pas aller en vacances. Donc le week-end, on va juste aller au parc une petite heure et puis on s'est habitué malheureusement. On a pris l'habitude de s'adapter, donc on va continuer de s'adapter. Mais avec beaucoup plus d'amertume qu'avant. Je suis comme certainement beaucoup de gens, je suis un peu en colère quand même de ne pas pouvoir bouger. Moi, c'est Interrégion qui me dérange le plus, mais bon, voilà, on n'a pas le choix. Il faut absolument d'abord que le français soit beaucoup plus discipliné, ce qui n'est pas son cas, et on s'en serait sorti. C'est facile de critiquer tout ce qui est fait quand on n'est pas capable de se autodiscipliner. Comme tout le monde, je m'interroge sur le point de savoir si c'est suffisant. Parce que le changement est relativement fait par rapport à ce qu'on avait, voilà, donc j'espère que ça suffira. Et puis on va espérer que ça sera la dernière fois et que ça sera la bonne. Alors comment vous jugez, vous, ces restrictions de liberté? C'est pas véritablement un confinement, c'est un confinement à l'extérieur. Enfin bon, on ne sait pas vraiment comment le juger, ce confinement. J'avais envie de dire d'abord que vous étiez fort parce que dès le début, vous avez essayé de résumer ce que c'était entre un confinement avec un couvre-feu, mais en même temps à l'extérieur, dans des horaires précis, mais sans avoir d'horaire précis. Enfin bref, la première des choses à dire quand même, c'est que y a beaucoup de Français et de Françaises qui n'ont pas compris ce que disait le Premier ministre et l'espèce de formule innovante, start-up qui sont en train de mettre en place. Et moi, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est qu'on a l'impression de vivre un jour sans fin et que quand même le fait de devoir reconfiner, quelles que soient les modalités, est un aveu d'échec de ce gouvernement qui n'a pas planifié les choses. Et notamment, nous, ça fait des mois et des mois qu'on dit qu'il faut se préparer à des alternatives au confinement parce que nous le disons et nous le redisons, la 4e vague sera une vague psy. Il y a un problème de santé mentale dans notre pays qui est absolument énorme, une explosion de la pauvreté, une situation économique catastrophique. Demandait quand même un confinement. Oui, mais pourquoi demande-t-elle un confinement? La situation des hôpitaux est absolument catastrophique. Mais par exemple, sur cette question-là, parlons de l'hôpital. L'hôpital, déjà, était en grève 1 an avant le début du confinement, bien avant pour certains, mais en tout cas les urgences, l'interurgence, 1 an avant le coronavirus, pour dire qu'il manquait de moyens. Le quinquennat Macron, c'est 7400 lits qui ont été fermés, qui nous manquent aujourd'hui cruellement. Depuis cette période Covid, le Premier ministre ne cesse de nous dire, et Emmanuel Macron, qu'on ne peut pas rouvrir des lits en claquant des doigts. Alors après 1 an, si on peut ouvrir en planifiant. Comment? L'Hôtel-Dieu, par exemple, on pourrait remettre 100 lits. Alors on nous dit, oui, mais il faut des soignants. Personnel, c'est ça. Alors voilà, exactement. Et qu'il faut former. Exactement. Ça, c'est une très bonne chose. Déjà, il faut décider maintenant de les former, parce que sinon on n'y arrivera pas. Alors là, à les avoir plus tard. Il y a certains, la deuxième grâce chose. à l'abandon, je ne sais pas si on peut dire vraiment grâce, mais à la suppression des 40% d'opérations. Il y a des soignants qui ont été formés sur les gestes de réanimation. Il y a quand même un mouvement qui se fait. Oui, le problème, c'est que vous le savez, ça crée un autre problème qui fait que des personnes qui ont une attaque cardiaque, un cancer, ne sont pas soignées pendant ce temps-là, et ça, c'est un souci. Je vais vous dire, nous, on avait proposé quelque chose qui me semble extrêmement intelligent. C'est qu'il y a, par exemple, dans notre pays, 180 000 infirmières et infirmiers qui ont arrêté d'exercer, qui ont été formés, qui sont formés. Eh bien, nous y avions proposé, il y a déjà de cela plusieurs mois aussi, qu'on aille voir ces 180 000 personnes en leur disant à quelles conditions pouvez-vous revenir. Et savez-vous, et
ça, personne ne le sait, que ce gouvernement ne tire aucune leçon des choses. Parce que, de nouveau, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, que nous avons voté là ce décembre, eh bien, le gouvernement demande de nouveau à l'hôpital public de faire 800 millions d'euros d'économies et de nouveau à 13 hôpitaux dans le pays de fermer des lits. Nous disons c'est irresponsable, c'est cette politique qui nous a amenés dans l'impasse. Eh bien, maintenant, il faut donner de l'argent public à la santé. Le président de la République avait dit quoi qu'il en coûte. On attend maintenant les actes de quoi qu'il en coûte et malheureusement, on en est loin. Près de 6 millions de personnes qui ont reçu au moins une injection de vaccin. Est-ce qu'il y a cette question qui commence à être posée? Est-ce qu'il faut prioriser plutôt les personnes qui travaillent, qui se déplacent tous les jours, plutôt que les personnes âgées, par exemple? En tout cas, c'est une stratégie vaccinale qu'il faudrait qu'on discute. Parce que il peut y avoir une logique, par exemple, à dire que ceux qui ont le plus de chances d'attraper le Covid doivent être ceux qui sont vaccinés en premier. Je parle, par exemple, des enseignants, je parle de ceux qui travaillent dans les services publics. Ça pourrait aussi être une logique intéressante. Le problème, c'est qu'on n'a pas de débat démocratique sur cette question et qu'on a un président de la République qui a décidé de gérer une crise sanitaire comme on n'en a jamais eu dans notre histoire, en faisant son petit conseil de défense avec ses ministres bien couverts par le secret défense, en piétinant le Parlement, en piétinant tous les professionnels qui font des propositions sur ce sujet. Et on a besoin, au contraire, d'un autoritarisme, on a besoin d'une démocratie sanitaire. Et donc ça, c'est des questions intéressantes qu'on devrait se poser à l'Assemblée nationale et que malheureusement, nous n'avons pas comme débat. Alors, conséquence de cette situation sanitaire, les élections régionales et départementales pourraient être une nouvelle fois reportées de juin à l'automne. En tout cas, la question sera étudiée début avril avec les chefs de parti notamment. Est-ce que vous êtes favorable au report des élections régionales ou pas? Alors, à l'automne, non. J'explique pourquoi. Parce qu'à l'automne, nous avons déjà dit qu'il y aurait un problème de superposition des comptes de campagne avec les comptes de la présidentielle. Ce qui est un souci dont nous avions fait part au Premier ministre, qui généralement n'écoute absolument pas ce qu'on dit, mais nous lui avons fait part de ce problème-là. Nous, ce que nous avons dit depuis le début, et qui est extrêmement important, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'élection sans campagne. Une élection, ce n'est pas juste le jour du vote où vous mettez votre bulletin, c'est des idées qui sont mises en débat, où on tente de convaincre les électeurs et les électrices. Et donc, par exemple, pourquoi est-ce que dans ces élections régionales et départementales, il n'y a pas à la télé publique des grands débats qui sont organisés entre les différents concurrents? Oui, ça va venir, mais par exemple, on pourrait imaginer des règles où on fait ça beaucoup plus tôt, y compris parce que ça permettrait d'avoir cette campagne qui perce malgré les difficultés que nous avons, notamment avec les nouvelles règles imposées. C'est ce qu'on a fait pour les municipales. Oui, les électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. Oui, alors on a par ailleurs une grève civique extrêmement importante. C'est pour ça que nous on propose la constituante et la 6e République. Et nous ne nous satisfaisons absolument pas d'un pays où 50% des gens ne vont pas voter. C'est problématique que la moitié de la population ne prenne pas part à la décision. Mais par exemple, l'État, depuis 2016, refuse de faire des campagnes nationales d'inscription sur les listes électorales. C'est un énorme problème. Vous savez que dans notre pays, nous avons 3 millions de gens qui sont non inscrits sur les listes électorales, pourtant qui y auraient le droit. 6,5 millions de gens qui sont mal inscrits sur les listes électorales. Eh bien, non. L'État décide de laisser les collectivités, si elles veulent, oui ou non, faire des campagnes d'inscription. Nous, on demande, par exemple, quand on dit pas d'élection sans campagne, on demande, par exemple, à ce qu'il y ait des spots publicitaires, à ce qu'il y ait des panneaux un peu partout. Bref, des campagnes nationales qui soient menées sur cette question en disant... pourra mener une campagne des régionales. Du coup, j'ai toujours pas. Enfin, est-ce que vous voulez qu'on maintienne les élections au mois de juin? Nous, on avait dit, si on les maintient au mois de juin, ça implique de mettre des moyens de campagne. C'est ça ce qu'on dit. Le mettre en automne, c'est difficile du fait des superpositions des comptes de campagne. Donc ça voudrait dire les reporter en 2022, après 2022. Donc bon, faisons-le en juin si c'est possible. Mais l'enjeu principal, c'est la question de l'abstention. Vous avez eu raison de le dire. C'est ça la question principale. Parce que si seulement 30%, 50% de la population, généralement la plus riche, se déplace, eh bien nous avons un grand problème démocratique dans ce pays. L'Assemblée ne se penchera pas sur la proportionnelle avant 2022. Au moins, pas de place dans l'agenda parlementaire, pas de conditions réunies, vu la situation. Est-ce que vous dénoncez un renoncement à une promesse présidentielle? Bien sûr, nous, on avait, à la suite de François Bayrou, qui nous avait proposé donc... Vous êtes favorable à la proportionnelle? Nous sommes très favorables à la proportionnelle. C'est inscrit dans notre programme. Donc oui, c'est assez incroyable qu'une promesse du président de la République, en plus sur lequel s'est allié, un de ses principaux alliés, notamment avec monsieur François Bayrou, soit mise à la poubelle comme ça, alors que je crois que c'est un enjeu démocratique extrêmement fort. Alors, on en vient
On continue à parler politique et on en vient à cette union qui a fait parler d'elle, la gauche unie et Hauts-de-France pour ces élections régionales. PS, France Insoumise et communistes emmenés par Europe Écologie Les Verts en la personne de Karima Delli. Alors, est-ce qu'on peut imaginer cette union en Ile-de-France? On va écouter Clémentine Autain, tête de liste France Insoumise PCF ici en Ile-de-France. Elle était l'invitée du 19-20 début février. On l'écoute. Au second tour, vous aurez noté que je suis pour l'instant la seule à dire que si je suis en tête, eh bien, je mettrai toute mon énergie à ce que les trois listes puissent se rassembler pour que nous affrontions ce deuxième tour dans une capacité de victoire. Est-ce que la réciproque sera vraie? Est-ce que vous êtes prête à vous ranger derrière Audrey Pulvar ou Julien Bayou? D'abord, je ne suis pas d'un tempérament à me ranger, donc ça ne se passera pas comme ça. À fusionner, voilà, à vous entendre. Ça ne se passera pas comme ça. Et je pense que la responsabilité et la question devrait être posée à Audrey Pulvar et à Julien Bayou de ce qu'ils feraient s'ils étaient en tête. Alors, on a 3 candidats de la gauche en Ile-de-France. On l'a vu, Clémentine Autain. Il y a aussi Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts. Et Audrey Pulvar pour le Parti Socialiste. Alors, bien sûr, il y a des soutiens autres. On résume, on va vite. Est-ce que, quand on écoute Clémentine Autain, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'union avant le premier tour? Non, c'est pas ça que veut dire Clémentine Autain. Clémentine Autain est d'ailleurs la candidate qui a constamment fait un appel à discussion sur des questions programmatiques. Je vous ferai remarquer d'abord que dans le Nord, c'est notamment grâce à la France Insoumise qu'on peut avoir une alliance des 4 listes. C'est nous qui avons fait, contrairement à l'image de sectaire qu'on nous donne, c'est nous qui avons fait un bouger pour dire d'accord, nous allons pouvoir nous entendre. Pourquoi? Parce que aux élections régionales, contrairement aux élections nationales, eh bien les sujets qui d'habitude nous différencient, la relation à l'Union européenne, etc., ne sont pas en jeu dans ces élections. Et on l'a vu au municipal, vous avez déjà participé Exactement. à des unions Et donc partout en France, nous avons partout en France des alliances, ici avec des communistes comme en Ile-de-France, ici avec des écologistes, d'autre part avec le NPA. Donc la France Insoumise est en quelque sorte le dénominateur commun de ces élections régionales. En Ile-de-France, pour répondre précisément à votre question, nous sommes toujours prêts à discuter programmatiquement. Mais l'union n'est pas un programme. Un programme, ça se discute, ça s'explique et ça se met clairement. Parce que nous voulons que le vote soit clair. Nous ne voulons pas mentir aux électeurs et aux électrices. Et je crois... Par exemple, Julien Bayou, lui, il plaide aussi pour le rassemblement. Dès le premier tour, il l'a dit lors d'un meeting numérique, avec les forces de gauche, nos valeurs de rassemblement sont déjà là. L'écologie doit être la matrice et la locomotive pour l'avenir. Oui, eh bien oui, sauf que, alors vous citez une des phrases. Qu'est-ce qui bloque alors en Ile-de-France? Par exemple, Monsieur Bayou, ce qui bloque, c'est que Monsieur Bayou a aussi dit que la seule alliance possible était derrière lui. Ce que font généralement les écologistes, puisque dans les différentes élections régionales où nous sommes à chaque fois derrière les écologistes qui ne veulent jamais laisser la place. Eh bien, on pourrait aussi dire à Monsieur Bayou, et je peux lui dire aussi aujourd'hui solennellement, que Clémentine Autain est une écologiste, une vraie écologiste, et donc que Monsieur Bayou pourrait aussi discuter avec Madame Autain, voire nous laisser la tête de liste, puisque c'est eux qui l'ont dans le Nord. Ça pourrait être des choses qui pourraient s'entendre et qui se font en politique. Mais comment unir du Parti Socialiste à la France Insoumise? Benoît Hamon, qui est numéro 2, bien sûr, de la liste de Julien Bayou, mais qui est de Génération S, il dit « La France Insoumise ne se ralliera pas à une tête de liste socialiste et le PS ne se ralliera pas à une tête de liste insoumise aux communistes. La centralité aujourd'hui, c'est l'écologie politique qui l'incarne, et donc Europe Écologie Les Verts ». Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eh bien que Benoît Hamon est un peu en retard sur certaines choses, je le dis avec toute ma sympathie, mais l'écologie politique n'est l'apanage d'aucun parti. Les Verts ont eu, c'est vrai, Europe Écologie Les Verts, ont eu un rôle historique de lanceur d'alerte sur lequel, vraiment, pour le coup, ils ont été en avant-garde. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'écologie, et c'est très heureux. Tout le monde parle d'écologie. La question maintenant, c'est comment est-on écologiste? Et pour le coup, oui, nous incarnons aussi l'écologie politique. La liste que mène Clémentine Autain, qui a mené beaucoup des batailles, notamment, je pense, à la bataille à Europa City sur les terres de Gonesse qui allaient être artificialisées, c'est-à-dire bétonnées, alors que c'est les dernières terres agricoles de France, par la famille Mullier sur un immense centre commercial, et grâce à qui, notamment, il y a eu l'abandon du projet. Eh bien, c'est Clémentine Autain qui était une des premières, en première ligne sur cette question-là, pour soutenir les collectifs et les associations. Donc, Clémentine Autain est une écologiste, elle porte l'écologie politique. Donc, j'invite là aussi Monsieur Benoît Hamon à aller discuter avec ma camarade et amie Clémentine. Sur le fond, qu'est-ce qui pourrait bloquer pour une alliance en Ile-de-France? C'est quoi vos points de divergence avec les socialistes, avec les écologistes?
Il y a des points à discuter qui sont pour nous importants, qui sont pas des problèmes de personnes. Je le dis parce que souvent dans la politique, on a l'impression qu'il y a des côtés politiciens où on a envie d'être que telle ou telle personne soit absolument candidate, ce qui peut arriver. Mais là, il y a quand même des vraies questions de fond. Par exemple, si vous votez pour Clémentine Autain, vous savez que vous votez pour un bulletin sans face cachée, notamment pour la gratuité des transports en commun. Pour nous, c'est extrêmement important. Les écologistes ne le veulent pas. Enfin, en tout cas, Julien Bayou a dit qu'il n'était pas vraiment favorable à la proposition. Et là, pour le coup, vous êtes plus proche d'Audrey Pulvar. Oui, mais du coup, par exemple, ça c'est des discussions qu'il faut avoir. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens, regardez, on est peut-être pour la gratuité et peut-être pas pour la gratuité. Enfin, vous comprenez que derrière, plus personne n'y croit. Si on additionne des logos sans avoir des mesures fortes, claires et programmatiques sur lesquelles les gens peuvent nous faire confiance, eh bien, on revient de nouveau dans le mensonge politicien dans lequel on est tout le temps, où finalement on vote pour trahir mieux des promesses. Nous ne ferons pas ça aux électeurs et aux électrices d'Île-de-France. Alors, est-ce que cette union qu'il y a eu dans les Hauts-de-France peut préfigurer une union pour l'élection présidentielle? C'est dans 1 an et demi, les présidentielles. Les écolos partent sur le principe d'une primaire pour choisir leur candidat. On va écouter Yannick Jadot s'exprimer justement sur la présidentielle. À partir du moment où on se fixe l'impératif d'avoir une candidature commune entre Mélenchon et Macron pour 2022. C'est un impératif et la chance de gagner, eh bien, il nous faudra à un moment donné un processus de désignation qui concerne cet espace politique-là. Une candidature unique entre Mélenchon et Macron, c'est ce que dit Yannick Jadot. Ça veut dire que il n'y a pas d'espoir d'une candidature unique des gauches pour la présidentielle? Il faudrait demander en fait finalement à M. Yannick Jadot, puisque de lui-même il nous exclut dedans. Qui va entre Macron et Mélenchon, ça veut dire que Mélenchon n'est pas dedans. Donc en fait, de fait, il nous exclut de ça. Donc en faisant le grand unitaire, en fait, finalement, c'est lui qui est sectaire dans cette histoire-là. Mais vous la souhaitez, cette union de la gauche pour les présidentielles? Alors, nous, gauches. Oui, alors je vais vous dire, nous, on est quand même les premiers, parce que ça, c'est pour moi important de le rappeler, on est les premiers, avec Jean-Luc Mélenchon, à appeler à une fédération populaire. Notamment, excusez-moi, autour des associations, des syndicats, des partis politiques. Et vous remarquerez que notre groupe à l'Assemblée nationale est le seul groupe quand même dans lequel il y a des gens de différents partis, de Ensemble, du Parti communiste, du Parti de gauche, d'un parti réunionnais qui s'appelle Résistance, voire de aucun parti de gens non encartés. Et que nous réussissons, malgré cette diversité de profils, à toujours voter de la même façon. Non pas parce que M. Mélenchon est un gourou qui nous imposerait par la force et le fouet de voter tous pareil, mais parce que nous avons un fond politique commun extrêmement fort et notamment un programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Et donc nous disons, avant de faire la bataille d'ego de personnes sur des primaires, ce que nous réfutons, et je pourrais expliquer pourquoi les primaires sont des pièges, mais parce qu'on parle d'abord entre soi avant de parler à la grande masse du pays, alors que l'enjeu de 2022, c'est la question de l'abstention, eh bien nous faisons le travail programmatique et notamment nous avons sorti ce deuxième cahier programmatique sur l'écologie après le premier sur la démocratie. Qu'on va évoquer dans quelques instants. Je voulais d'abord vous montrer un article du Figaro. Je ne sais pas si on va... Voilà. Présidentielle 2022, Mélenchon rêve de doubler les Verts. Est-ce qu'il est là, votre objectif, de prendre le pas sur Europe Écologie Les Verts? Non, notre objectif n'est pas celui-là. Notre objectif, c'est d'ouvrir un horizon pour le pays. Notre objectif, quand même, 2022, qu'est-ce qu'est l'enjeu de 2022? C'est de savoir si, de nouveau, on se retape 5 années comme on a fait avec Macron ou un de ses consorts qui mènera exactement la même politique. Avec, quand même, dans la 6e puissance économique la plus riche au monde, 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 7 millions de personnes qui sont privées d'emploi, 300 000 personnes qui vivent à la rue, eh bien moi je crois que l'urgence dans notre pays, c'est de dire il y a un espoir, il y a une alternative autre que la peste et le choléra entre M. Macron et Mme Le Pen. Et cette alternative, eh bien nous voulons l'incarner et surtout, nous voulons faire que la vie change pour tout le monde dans ce pays. C'est ça à quoi on aspire et nous surtout. Notre rôle historique et notre tâche historique, c'est de proposer une issue à cette crise civilisationnelle et notamment de ramener des gens au vote. Nous, on a été voir les dégoûtés de la politique, notamment en 2016-2017, dans les quartiers populaires avec des caravanes d'égalité des droits pour faire de l'inscription sur les listes électorales. Parce que, comme j'aime à le dire, lorsque les dégoûtés s'en vont, eh bien, il ne reste que les dégoûtants. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, là, j'ai une petite question entre parenthèses rapidement. Est-ce qu'au second tour, est-ce que vous irez voter? Ah, je vais toujours voter.
Après, on a dit qu'on ne donnerait pas le conseil de Mmh. vote, hormis ce qu'on avait déjà fait en 2017. Vous noterez 0 voix pour le Front National. Et nous continuerons à tenir cette ligne-là. Mais le Front républicain, je crois que le Front républicain, tout le monde a finalement compris que si c'était Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, elle pouvait gagner. Et donc, je crois que le seul candidat qui est à même de battre Monsieur Macron et Madame Le Pen, eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et pour ça, il faudra être qualifié au second tour. Mais tout à fait, mais nous y arrivons. On en vient à l'ébauche de votre programme écologique, avec la publication donc, de ce deuxième cahier programmatique de l'avenir en commun. On va voir les grands principes. Un programme donc, qui est basé sur la planification écologique, avec une règle verte, pas de marchandisation des biens communs, sortir du nucléaire en 2030 et une stratégie zéro déchet, zéro pesticides. D'abord, peut-être la planification écologique. Est-ce que ça veut dire que vous ne faites pas confiance au secteur privé pour assurer sa transition ? Alors non, c'est pas tout à fait ça, mais nous disons par contre qu'il faut un État fort dans la question de l'organisation de la bifurcation écologique et solidaire. J'explique. Il y a quand même des grands domaines dans lesquels il va falloir faire changer des choses. En premier lieu, l'agriculture, dans lequel aujourd'hui un paysan se suicide tous les jours, un paysan sur 3 vit avec moins de 350 € par mois, et tout le monde se fait empoisonner pour le profit de la firme Monsanto, avec notamment le glyphosate. Eh bien, si nous voulons changer ça, il faut former des gens, il faut aider à avoir des terres, et donc nous avons besoin d'avoir des services de l'État qui sont forts, ce qu'a détruit notamment Emmanuel Macron en enlevant des effectifs de partout, et d'organiser cette bifurcation. Donc nous, la planification écologique, c'est notre méthode. On veut que le peuple puisse décider démocratiquement des objectifs et qu'ensuite on se donne les moyens de les obtenir et de les atteindre. C'est l'idée de produire dans les limites planétaires, de ne pas produire plus ou de consommer plus de ce que la Terre peut nous apporter. Comment est-ce qu'on la met en pratique ? Est-ce qu'on demande par exemple aux automobilistes d'arrêter de faire le plein à compter du mois d'août ? Non, alors en fait ça c'est très important dans nous ce qu'on porte comme écologie. Nous on est pour une écologie populaire. Il y a des études notamment qui ont montré ça. En fait, seulement un quart des réponses face à l'urgence écologique sont individuelles, 3 quarts sont systémiques, sont des modèles de société à changer. Ce que disaient les gilets jaunes avec leur voiture, c'était exactement ça. C'est pas nous on veut prendre la voiture parce qu'on est des pollueurs, c'est que on a fermé les maternités, on a fermé les hôpitaux, on a fermé les écoles à plein d'endroits, et donc nous n'avons pas d'autre choix que faire ça. Eh bien, ce que nous ferons, cette règle verte qui serait inscrite dans la Constitution, ça aiderait à ce que, notamment, eh bien, on développe les transports en commun un peu partout, pour prendre l'exemple des automobilistes, mais aussi qu'on arrête de bétonner les terres agricoles dont nous avons impérativement besoin, etc., qu'on arrête avec le libre-échange, parce que vous le savez, chaque année, en mai, la France est en dette écologique, et donc, s'il y a une seule dette qu'il faut payer, eh bien, c'est cette dette écologique, et donc, il faut absolument faire des ruptures dans nos modes de production et de consommation, et personne n'est plus heureux parce qu'on a des marchandises qui arrivent de l'Australie ou du Brésil. Ne pas marchandiser les biens communs comme l'eau, c'est un sujet d'ailleurs du moment pour vous, puisque vous présidez une commission d'enquête sur la mainmise, je cite, sur la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés. En Ile-de-France, excepté certains territoires, comme Paris par exemple, l'eau est gérée par Veolia. C'est cette société que à qui le CEDIF a confié la gestion de l'eau. Est-ce que vous, au pouvoir, ça veut dire que toute l'eau en Ile-de-France sera remunicipalisée ? Eh bien oui, une des choses qu'on demande, c'est que soit inscrite dans la Constitution le fait qu'on n'a pas le droit de marchandiser l'eau. Pourquoi ? Parce que 3 jours sans eau et vous êtes mort. L'eau est un bien absolument vital. Vous avez maintenant en Californie la possibilité de spéculer sur l'eau. Nous ne voulons pas arriver à cette financiarisation. Et l'exemple de l'Île-de-France est très précieux. Parce qu'à Paris, où on a fait une régie publique, eh bien, on se rend compte que ça baisse la facture des usagers, que les réseaux sont mieux entretenus parce que vous savez qu'en fuite par chaque année la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants d'eau qu'on gaspille. Et donc, oui, nous demanderons à ce que ce ne soit plus des multinationales qui gèrent l'eau, mais bien le public, avec un contrôle démocratique et citoyen extrêmement important. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, si vous êtes d'accord avec ça, sur le site www.eau.vote, vous pouvez voter et participer à une votation citoyenne que nous co-organisons avec différentes forces, notamment Génération, Nouvelle Donne, la Confédération nationale du logement, Au bien commun PACA. Voilà, là aussi, sur des actions concrètes, vous voyez bien que ce n'est pas nous qui sommes les sectaires. Le délit, non, sortir du nucléaire d'abord, avant Allez-y. 2030. C'est la dernière sortie de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas qui a fait beaucoup parler d'elle, qui est raillée par certains cadres à Europe Écologie Les Verts. C'est totalement fantaisiste, cela prouve qu'il n'y connaît rien, qu'il fait du marketing. Ce n'est pas sérieux.
Alors non, au contraire, c'est très sérieux. J'explique pourquoi. Déjà, alors nous, on se base beaucoup sur le scénario Négawatt, qui est un scénario donc, qui parle effectivement de 2050, mais avec une fermeture des réacteurs en 2035. Et donc, qui montre comment est-ce qu'on peut aller vers le 100% énergie renouvelable. Et pourquoi est-ce sérieux? C'est parce que la date importe moins que la possibilité de commencer à agir tout de suite. Je vous explique. Si vous, en 2022, vous dites on va sortir du nucléaire en 2050, eh bien tout le monde va vous rire au nez. C'est ce qui s'était passé avec notamment le directeur de Fessenheim à l'époque où on lui disait qu'il allait fermer. Tout le monde vous rit au nez, vous dit de toute façon il se passera rien. C'est ce qu'avait fait aussi François Hollande en annonçant des choses et en ne les tenant pas. Donc il ne se passe rien, on n'agit pas et finalement on repousse les objectifs. Là c'est ce qu'a fait Monsieur Macron. Donc à la rigueur, qu'importe la date, même si, oui, je pense que, eh bien, nous pouvons dire que dans les 10 prochaines années, c'est ça qui va être concluant et décisif pour savoir si effectivement nous sortons de cette énergie du passé. Le délit d'écocide qui vient d'être validé en commission par les députés qui penchent sur la loi climat-résilience, vous n'y êtes pas favorable? Ou en tout cas, vous avez. C'est pas une avancée pour vous? On est très favorable au crime d'écocide. Mais dans les faits, là, ça j'avais change. un collègue de droite Rapidement. en plus qui disait en commission, c'est comme si vous faisiez un délit d'homicide. Vous comprenez que c'est absolument absurde. Donc c'est un délit de pollution lorsque c'est manifestement délibéré, donc en plus avec une intentionnalité très forte, et lorsque les effets sont visibles sur 10 ans. L'intentionnalité est visible sur 10 ans. Et visible. Erika, par exemple, on a C'est-à-dire admis que c'était c'est que 2 ans d'effet. Donc Erika ne serait pas dans un écocide. Ça ne changera pas vraiment la donne, selon vous? C'est de la communication et la réalité, c'est que le bilan d'Emmanuel Macron en termes d'écologie est absolument catastrophique. Refus d'interdire le glyphosate, néonicotinoïdes qui y sont réintroduits, libre-échange, etc. Eh bien, donc, c'est de la communication et nous voulons des réelles politiques écologistes. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 3 Paris-Île-de-France. Dans quelques instants, Dimanche en politique continue avec France